On dit souvent que le sang est plus épais que l'eau. On dit que la famille est sacrée, que c'est le seul rempart contre la cruauté du monde. Mais que se passe-t-il lorsque le poison coule dans les veines de votre propre frère? Que se passe-t-il lorsque la main que vous nourrissez est celle qui finit par vous étrangler? Voici l'histoire de deux frères. Thomas, l'aîné, un homme au cœur pur et aux mains calleuses, prêt à mourir pour les siens. Et Gabriel, le cadet, beau parleur, ambitieux, mais dont l'âme était aussi noire que la nuit sans lune. Tout a commencé un soir d'orage, dans la petite chambre d'hôpital où leur père rendait son dernier souffle. Le vieil homme, sentant la mort arriver, prit les mains de ses deux fils. Thomas, dit-il en toussant. Tu es l'aîné. Tu as la force de la terre. Prends soin de ton frère Gabriel. Il est fragile, il rêve grand. Promets-moi que tu feras tout pour qu'il réussisse. Thomas, les larmes aux yeux, serra la main de son père. Je te le jure, papa. Je veillerai sur lui comme sur la prunelle de mes yeux. Le père se tourna vers Gabriel. Et toi, Gabriel? N'oublie jamais d'où tu viens. Si ton frère te porte sur ses épaules, n'oublie jamais de l'aider à descendre. Gabriel hocha la tête, mais ses yeux ne montraient aucune tristesse. Il brillait déjà de convoitise. Ce soir-là, le père mourut. Et le destin tragique de Thomas fut scellé. Après l'enterrement, la vie reprit son cours, mais elle était dure. Thomas travaillait la terre familiale du matin au soir. Il cultivait le cacao et le café, suant sang et eau pour nourrir la maison. Gabriel, lui, passait ses journées au bar du village, à parler de l'Europe, du Canada, de la France. Il ne voulait pas se salir les mains. Il voulait partir. Un soir, Gabriel rentra excité à la maison. Thomas. J'ai trouvé un réseau. Je peux avoir un visa pour le Canada. C'est l'opportunité de notre vie. Une fois là-bas, je travaillerai, je gagnerai en un mois ce que tu gagnes en 10 ans ici. Je t'enverrai de l'argent, on construira une villa, tu pourras arrêter de souffrir au champ. Thomas écoutait, fatigué mais plein d'espoir. Il aimait son frère. Il voulait croire en ce rêve. Combien ça coûte, Gabriel? Gabriel baissa la voix. 5 millions. Il faut payer le passeur, le billet, les papiers. 5 millions. C'était une fortune. C'était impossible. Thomas baissa la tête. Nous n'avons pas cet argent, petit frère. Si, on l'a, rétorqua Gabriel avec insistance. Les terres de papa. Si on vend la grande parcelle du bord de route, on a l'argent. Thomas sursauta. Vendre la terre des ancêtres? C'était un sacrilège. C'était leur seul héritage. Jamais, Gabriel. C'est la terre de papa. C'est de la boue, Thomas. De la boue? Au Canada, il y a de l'or. Fais-le pour moi. Papa t'a fait promettre de m'aider. Si tu ne le fais pas, tu trahis sa mémoire. Gabriel avait touché le point sensible. La promesse. Pendant 3 semaines, il harcela Thomas, pleurant, suppliant, jouant sur la culpabilité. Thomas, le cœur lourd, finit par céder. La vente fut conclue. Thomas signa les papiers chez le notaire, les mains tremblantes. Il vendit tout, la grande plantation, les bœufs, et même les bijoux en or que sa mère lui avait laissés pour sa future femme. Il ne garda qu'une toute petite case en bois et un lopin de terre stérile. Il se dépouilla complètement pour l'avenir de son frère. Le jour du départ à l'aéroport fut déchirant. Thomas, vêtu de ses vieux habits usés, remit l'enveloppe épaisse à Gabriel, qui portait un costume neuf acheté avec l'argent de la vente. Voici tout ce que j'ai, Gabriel, dit Thomas la voix brisée. Je me suis endetté pour le reste, j'ai tout vendu. Je n'ai plus rien. Je compte sur toi. Gabriel prit l'enveloppe avec un grand sourire, sans même regarder les mains vides de son frère. Il le serra brièvement dans ses bras. T'inquiète pas, grand frère. Dans 6 mois, je t'envoie une voiture. Dans 1 an, tu me rejoins. On sera les rois du monde. Thomas regarda son frère passer la sécurité, le cœur rempli d'espoir et de peur. Il ne savait pas qu'il venait d'acheter un billet aller simple pour l'enfer. En rentrant au village, Thomas dut affronter les regards. Tu es fou, Thomas, lui dit le chef du village. Tu as vendu l'héritage de ton père pour ce voyou de Gabriel? Il ne reviendra jamais. Il reviendra, répondit Thomas avec force. C'est mon sang.
Mais le chef secoua la tête avec tristesse. Le premier mois, Gabriel appela une fois. Juste pour dire qu'il était bien arrivé. Le deuxième mois, Thomas attendait près du téléphone de la cabine publique. Rien. Le troisième mois, Thomas commença à s'inquiéter. Il envoya des messages sur WhatsApp. « Petit frère, comment ça va? Les créanciers me mettent la pression pour les dettes que j'ai prises pour ton billet. Envoie un peu quelque chose. » Les messages restèrent en vue. Pas de réponse. 6 mois passèrent. La situation de Thomas devint catastrophique. Il n'avait plus d'argent pour manger correctement. Il travaillait comme journalier sur les terres qu'il avait lui-même vendues. C'était l'humiliation suprême. Voir un autre homme récolter les fruits de l'arbre planté par son père. Et puis, il y avait Sarah. Sarah était la fiancée de Thomas. Une belle femme, mais impatiente. Alors Thomas, demandait-elle chaque soir. « Ton frère a envoyé l'argent? On doit se marier quand? Je ne vais pas attendre toute ma vie dans cette case pourrie. Il va appeler, Sarah. Il doit juste s'installer, répondait Thomas, essayant de se convaincre lui-même. Mais un soir, un voisin revint de la ville avec un téléphone. Thomas, regarde ça, dit le voisin en montrant une photo sur Facebook. Sur l'écran, on voyait Gabriel. Il était au volant d'une belle voiture rouge, entouré de filles, avec une bouteille de champagne. La légende disait, la vie de rêve. On ne se mélange pas avec les ratés. Thomas sentit ses jambes flancher. Gabriel avait l'argent. Il avait réussi. Mais il avait choisi d'oublier celui qu'il avait porté sur son dos. Thomas essayait de cacher la vérité à Sarah, mais les réseaux sociaux n'ont pas de secret. Sarah avait vu les photos. Elle avait vu les voitures, les vêtements de marque, la neige du Canada. Et en regardant Thomas, sale, fatigué, rentrant du champ les mains vides, quelque chose se brisa en elle. Ce n'était pas son cœur, c'était sa patience. Un soir, alors que Thomas mangeait son maigre repas de manioc, Sarah posa son téléphone sur la table. « Regarde ton frère, dit-elle froidement. Il vit comme un roi. Et nous? Nous vivons comme des rats. Tu m'avais promis que si on se sacrifiait, on serait récompensé. Tu m'as menti. » « Je ne t'ai pas menti, Sarah, répondit Thomas doucement. Gabriel a juste oublié. Il va se rappeler. Le sang ne ment pas. Sarah éclata d'un rire nerveux. Le sang? Thomas, tu es naïf. Ton frère t'a utilisé comme un marchepied. Il est en haut, et il a coupé l'échelle. Mais moi, je ne vais pas pourrir ici avec toi. Thomas ne comprit pas tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire? Sarah se leva. Elle alla chercher une valise déjà faite sous le lit. J'ai contacté Gabriel sur Facebook. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que tu étais un incapable. Que tu n'avais aucune ambition. Gabriel m'a répondu, lui. Il m'a envoyé un billet d'avion. Je pars le rejoindre. Il a besoin d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Thomas se leva, renversant sa chaise. Le choc était trop violent. Son frère lui volait non seulement son argent, mais aussi sa future femme. Tu ne peux pas faire ça, Sarah. C'est mon frère. C'est un gagnant, Thomas. Toi, tu es un perdant. Adieu. Elle claqua la porte. Thomas resta seul dans le silence de sa case vide, le cœur arraché de sa poitrine. Le départ de Sarah ne fut que le début de la fin. Quelques jours plus tard, les problèmes frappèrent à la porte. Littéralement. C'étaient les usuriers. Les hommes dangereux à qui Thomas avait emprunté de l'argent pour compléter le billet d'avion de Gabriel, car la vente du terrain n'avait pas suffi. Ils défoncèrent la porte en bois. 3 hommes costauds, armés de bâtons. Thomas. Le délai est passé. Où est notre argent? Thomas, à genoux, supplia. Mon frère, il n'a pas encore envoyé. Donnez-moi encore un mois, je vous en supplie. Le chef des usuriers cracha par terre. Ton frère? Tout le monde sait qu'il t'a abandonné. Si tu ne peux pas payer en argent, tu paieras avec ce qu'il te reste. Ils le frappèrent. Ils le jetèrent dehors comme un chien. Ils saisirent sa petite case, ses quelques meubles, ses outils de travail. Ils prirent même les vêtements de son père qu'il gardait en souvenir. Thomas se retrouva à la rue, le visage en sang, sans toit, sans femme, sans famille.
Le village entier regardait la scène. Personne n'intervint. On ne s'oppose pas aux usuriers. Et puis, les gens pensaient secrètement que Thomas l'avait cherché en étant aussi bête. Regardez le grand frère modèle, chuchotait-il. Il a tout donné pour un fantôme. Voilà ce que ça coûte d'être trop gentil. Les mois suivants furent une longue nuit noire. Thomas, l'ancien propriétaire terrien respecté, devint le fou du village. Il dormait sous l'auvent du marché. Il mangeait les restes que les vendeuses de beignets voulaient bien lui jeter. Sa barbe poussa, sa laine hirsute. Ses vêtements devinrent des haillons. Parfois, la nuit, il regardait la lune et parlait à son frère absent. « Pourquoi, Gabriel? Pourquoi tu m'as fait ça? Je t'ai aimé plus que ma propre vie. » La haine commença à germer dans son cœur. Une haine froide, solide. Il se jura que s'il survivait à cette épreuve, plus personne ne lui marcherait dessus. Un jour de grande pluie, alors que Thomas grelottait de fièvre sous un arbre, une voiture de luxe passa en éclaboussant tout le monde. C'était un riche promoteur immobilier venu de la ville pour acheter des terres. La voiture s'embourba dans la boue juste devant Thomas. Le chauffeur n'arrivait pas à la sortir. Thomas, malgré sa faiblesse, se leva. Il connaissait cette terre. Il savait comment lui parler. Sans dire un mot, il alla chercher des pierres plates, des branches spécifiques. Il guida le chauffeur, poussa de toutes ses forces maigres. La voiture sortit. Le riche promoteur baissa sa vitre. Il vit ce clochard aux yeux intelligents. « Merci, mon ami. Tu connais bien la terre, toi. »« C'est tout ce qu'il me reste, monsieur, » répondit Thomas. L'homme le fixa un instant. Il vit quelque chose. Pas un mendiant, mais un homme brisé qui avait besoin d'une chance. « Je cherche un gardien pour mes chantiers. C'est dur, c'est mal payé au début, mais tu auras un toit. Tu veux le job? » Thomas n'hésita pas une seconde. Il monta à l'arrière du pick-up. Il quittait le village de sa honte. Il ne savait pas encore que c'était le premier pas vers son empire. 10 ans. 10 ans, c'est long. C'est le temps qu'il faut pour qu'un enfant devienne un homme. C'est le temps qu'il faut pour qu'une graine devienne un arbre. Thomas ne resta pas gardien longtemps. Il travaillait plus dur que tout le monde. Il apprenait vite. Il apprit la construction, le commerce, l'immobilier. Il économisait chaque centime, ne buvait pas, ne sortait pas. Il avait un feu qui brûlait en lui, la rage de la revanche. Avec ses économies, il acheta un petit terrain marécageux dont personne ne voulait. Il l'assécha lui-même. Il construisit une petite maison, la revendit. Puis 2. Puis 10. En 10 ans, l'homme en haillons était devenu Monsieur Thomas, l'un des plus gros promoteurs immobiliers de la région. Il avait changé. Il était devenu dur, froid, implacable en affaires. Il avait une nouvelle femme, une femme douce qu'il aimait pour lui-même, et 2 beaux enfants. Mais il n'avait jamais oublié. Il n'avait jamais cherché à contacter Gabriel. Il attendait. Et comme le destin a le sens de l'ironie, le moment tant attendu arriva. Une rumeur parcourut le pays. Le grand Gabriel revient du Canada. Il revient pour investir. Il revient avec sa femme Sarah. Thomas, assis dans son bureau climatisé au dernier étage de sa tour, sourit en apprenant la nouvelle. Il caressa le dossier posé sur son bureau. C'était le titre de propriété de l'ancien village. Thomas avait tout racheté en secret. Y compris la maison où Gabriel comptait organiser sa grande fête de retour. Le jour du retour de Gabriel fut célébré comme une fête nationale au village. Un cortège de 3-4x4 rutilants entra dans la bourgade, soulevant la poussière. Gabriel en sortit, vêtu d'un costume blanc, des chaînes en or au cou, un cigare à la bouche. À son bras, Sarah, plus belle que jamais, mais le regard dur et hautain, couverte de bijoux. Ils avaient loué le plus grand espace du village pour organiser une fête gigantesque. Ils voulaient écraser tout le monde avec leur réussite. Ils voulaient montrer qu'ils avaient eu raison de partir. Gabriel prit le micro, hilar, devant la foule qui mangeait et buvait à ses frais. « Regardez-moi. Je suis parti sans rien, je reviens en roi. L'Europe, c'est pour les forts. » Puis, il posa la question que tout le monde redoutait, « Au fait, où est mon cher frère Thomas? Se rater? J'ai gardé un os pour lui. » La foule rit jaune. Sarah chuchota à l'oreille de Gabriel, « Fais-le venir.
Je veux qu'il nous voie. Je veux qu'il voie ce qu'il a perdu. Gabriel envoya un jeune du village chercher Thomas. Va dire au clochard que son patron est là. Dis-lui de venir ramasser les miettes. La fête battait son plein. Gabriel et Sarah trônaient sur une estrade, comme un couple royal. Soudain, le bruit des conversations s'éteignit. Un grondement sourd se fit entendre. Ce n'était pas le bruit d'une vieille moto ou d'un taxi brousse. C'était le ronronnement puissant de moteurs V8. Une colonne de 5 berlines noires aux vitres teintées entra lentement dans l'enceinte de la fête. Des voitures comme on n'en voit qu'à la capitale, escortées par des gardes du corps en costume sombre. Gabriel fronça les sourcils. C'est qui ça? Le préfet? Le ministre? Je n'ai invité personne de ce rang. Sarah se redressa, ajustant sa robe. C'est sûrement une autorité venue te saluer, chérie. Les voitures s'arrêtèrent en formation. Le silence était total. Seul le vent soufflait. Un garde du corps, grand comme une montagne, sortit de la voiture de tête. Il ouvrit la portière arrière avec respect. Une chaussure en cuir italien, brillant comme un miroir, se posa sur la terre rouge. Puis un homme sortit. Il portait un costume bleu nuit taillé sur mesure, une montre de luxe au poignet, et des lunettes de soleil. Il dégageait une aura de puissance terrifiante. L'homme retira ses lunettes. Gabriel lâcha son verre de champagne. Il se brisa au sol. Sarah porta la main à sa bouche, étouffant un cri. Ce n'était pas un ministre. C'était Thomas. Thomas avança vers l'estrade, fendant la foule qui s'écartait comme la mer Rouge devant Moïse. Il ne regardait personne. Ses yeux étaient fixés sur son frère. Gabriel, essayant de reprendre contenance, bégaya, « Thomas ? C'est toi. Tu as volé ce costume. Tu es devenu chauffeur pour un riche. » Thomas monta sur l'estrade. Il prit le micro des mains de son frère sans forcer. « Bonsoir Gabriel. Bonsoir Sarah. » Sa voix était calme, glaciale. « Tu fêtes ton retour, petit frère ? C'est bien. Mais tu as oublié une chose. On ne fait pas la fête chez les gens sans leur permission. » Chez les gens, ricana Gabriel nerveusement. Je suis chez moi. C'est le village de notre père. Thomas sortit un document de sa poche intérieure. Non, Gabriel. Ce n'est plus le village de notre père. Quand tu m'as abandonné, quand les usuriers m'ont tout pris, j'ai dû me reconstruire. Pendant que tu dépensais l'argent de notre héritage dans les boîtes de nuit au Canada, moi, je travaillais. J'ai racheté tes dettes. J'ai racheté les terres. J'ai racheté ce terrain où tu te tiens debout. Il jeta le document aux pieds de Gabriel. Tu n'es pas chez toi. Tu es chez moi. Et je ne veux pas de traître sur ma propriété. Sarah, voyant la richesse évidente de Thomas, sentit son opportunisme refaire surface. Elle réalisa que Gabriel n'était qu'un frimeur comparé à la puissance solide de Thomas. Elle s'avança, les larmes aux yeux, jouant la comédie. Thomas. Mon amour. Tu sais, je ne voulais pas partir. Gabriel m'a forcé. Il m'a menti. Je pensais à toi chaque jour. Elle tenta de poser sa main sur le bras de Thomas. Thomas la regarda comme on regarde un insecte. Il recula d'un pas. Ne me touche pas, dit-il avec dégoût. J'ai une femme, Sarah. Une vraie femme. Une femme qui m'a aimé quand je dormais sous la pluie et que je n'avais rien. Toi, tu aimes l'argent. Va avec ton argent. Il se tourna vers ses gardes. Faites-les sortir. Eux, et leur voiture. Immédiatement. Gabriel tenta de protester, de jouer sur la famille. Thomas. Je suis ton frère. Le sang. Papa nous a dit de rester unis. Thomas s'arrêta. Il se retourna une dernière fois. Tu as raison, Gabriel. Le sang est important. C'est pour ça que je ne te mets pas en prison pour l'argent que tu m'as volé. C'est mon dernier cadeau de grand frère. Maintenant, disparaît. Sous les yeux de tout le village, Gabriel et Sarah furent escortés vers la sortie, humiliés, chassés de la fête qu'ils avaient eux-mêmes organisée. Ils repartirent dans la poussière, sachant qu'ils avaient tout perdu par arrogance. Thomas, lui, resta avec les villageois. Il ordonna que la fête continue, mais cette fois, pour célébrer la mémoire de son père et la victoire du travail sur la trahison.
Cette histoire nous enseigne une vérité brutale mais nécessaire, n'oubliez jamais ceux qui vous ont aidé à monter. Car si vous coupez l'échelle, vous n'aurez personne pour vous rattraper quand vous tomberez. Le temps est le seul juge, et le travail est la seule vérité. Si cette histoire t'a marqué, partage-la à quelqu'un qui a besoin de force. Et abonne-toi, car la prochaine histoire sera encore plus incroyable.